L'annonce était alléchante. Une chambre chez l'habitant, à Montreuil, à 2 pas de Paris, dans cette charmante petite maison. 450 € pour le gîte et le couvert. Amanda, jeune étudiante américaine, n'a pas hésité. Et en plus, à son arrivée, Amanda a découvert avec bonheur que Daniel, le propriétaire, aimait bien préparer de bons petits plats. Le problème, c'est qu'il a une façon de vivre un peu particulière et des règles extrêmement strictes, notamment sur la consommation d'eau. Tu prends un couteau et tu piques pour voir si c'est... Voilà. Voilà. Ouais. Donc, et après, il faut sortir la poule. Ça a été le choc de ma vie. Je venais à peine d'arriver et moi j'étais encore dans ma façon de vivre à l'américaine. Et là, Daniel me dit, écoute, ici une douche, c'est 3 minutes, pas plus. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Comment être propre en 3 minutes seulement? Le contrat, c'était une douche par jour maximum et 5 minutes maximum. C'était ça à peu près. Maintenant, c'est bon. En fait, c'est juste une question d'habitude. Il faut économiser l'eau, éteindre quand tu te laves les cheveux, puis ouvrir l'eau pour se rincer, de nouveau rééteindre et encore rallumer. Maintenant, j'y arrive sans problème. Mais quand je suis rentrée chez moi à Miami et que j'ai raconté ça à ma famille, ils se demandaient comment je pouvais accepter ça. Ce n'est pas très américain de se laver comme ça. Est-ce que ce type étrange et cette expérience vous ont changé? Ah ça oui, j'ai changé. Je suis peut-être devenue quelqu'un de meilleur. Si Daniel impose ce genre de règles à ses locataires, ce n'est pas parce que ce professeur d'art de 50 ans est près de ses sous, c'est parce que c'est un écolo convaincu et ça se voit partout dans sa maison. Voilà. Ça, c'est un vaisselier qui vient de mes grands-parents paternels. Il y a aussi les casseroles qu'on nous a données. Ça, c'est du recyclage aussi. Tout ça, tous ces ensembles, là, tout ça, tous ces meubles. Recyclage. Ils ont au moins, je sais pas, 20 ans et ils marchent parfaitement. C'est une façon de ne pas produire et puis de prolonger la vie de certains objets qui sont loin d'être... dont la vie est loin d'être terminée. Daniel ne jette rien, il récupère tout. J'adore ce couteau qui ressemble un peu à une machette. J'ai trouvé à la poubelle. J'ai juste, il était rouillé. Je l'ai dérouillé. Et cette chasse au gaspille va même jusqu'aux épluchures de légumes. Ça, c'est la partie compost en train de se faire et dans lequel il y a plein de vers de terre. Là, les vers de terre sont en train de travailler. Voilà les vers de terre, là, il y en a ici. Là, ici encore. Voilà. Et ça, c'est facile à construire parce que c'est juste des briques récupérées. En 3 mois, son compost va devenir de l'engrais naturel. Au lieu d'aller chercher du terreau chez les marchands de terreau, eh bien, on l'a en permanence. Moi, je me lave un peu les mains. Un petit rinçage et ça y est. Alors là, tu as fait couler l'eau 5 secondes. Oui, on va dire ça, oui. Consommer moins pour gaspiller moins. Les Français qui, comme Daniel, changent leur mode de vie sont de plus en plus nombreux. Seulement ces précurseurs ne sont pas toujours bien acceptés. À Saint-Hilaire-de-la-Côte, près de Grenoble, on se demande encore comment cet ovni est un jour apparu sur la montagne. Et pourtant, à l'intérieur, pas d'extraterrestres, mais une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Alain, Marie-Cécile et leurs 3 enfants viennent tout juste d'emménager dans cette nouvelle maison, tout en bois, 100% écologique. Ce sont des pionniers du développement durable. Cette maison, c'est la façon qu'a trouvé ce couple d'informaticiens de lutter contre le réchauffement climatique. Ce projet de vie, cela fait 5 ans qu'ils le préparaient dans leur petit pavillon de Jouy-en-Josas, en banlieue parisienne. L'environnement a toujours été au cœur de leurs préoccupations. Et ce jour-là, ils testent un nouveau geste tout simple, récupérer le sapin de l'année dernière pour fêter Noël. Ah oui, c'est une bonne remarque. Tu vas prendre quoi comme outil? Tiens,
Ouais, d'accord. Éventuellement ça. Tiens Antoine, on y va? T'as pas arraché les racines avec, hein? Est-ce qu'il bouge un peu? Non, il est bien enfoncé, hein? Ah, comment tu l'as enfoncé? C'est pas possible. Hein? On l'a vraiment bien planté. Hein? Et il se plaît bien dans ce terrain. C'est incroyable. Et vous comptez le replanter une fois Noël passé? Ah bah hey. On est un peu maso, nous. Alors qu'on va en bas du village à 15 €, on a le même. T'as quand même pas laissé le pot dedans. Oh non, on n'a pas fait ça. T'as pas fait ça. Les enfants, eux, commencent à désespérer. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. Finalement, le sapin s'incline. Noël est sauvé. Tout l'intérêt de cette maison réside dans les économies d'énergie qu'elle permet de réaliser. Parce qu'ici, pas question d'utiliser des radiateurs électriques. On se chauffe à l'ancienne. Alain a même fait venir spécialement du Canada la Rolls-Royce des poêles à bois. Donc vous voyez le poêle canadien, c'est on peut mettre des bûches de 50 à 60 cm. Bon, par rapport à une cheminée, je sais pas, le rendement d'une cheminée c'est dans les 15-20%. On perd énormément de chaleur, il y en a beaucoup qui part en haut déjà. Donc là on récupère 85% de la chaleur qui est produite. À lui seul, ce poêle permet de chauffer toute la maison, même par grand froid. Qu'est-ce qui vient m'aider là? Bah, il faudrait retirer le pont-levis. Le pont-levis, c'est en fait cette passerelle rudimentaire. Et si on l'enlève, c'est à cause du système d'alimentation en électricité. Dans les entrailles de la soucoupe, hop, c'est parti. Alain dispose d'une machinerie révolutionnaire. C'est le cœur de la bête. Voilà, elle est partie. On va aller à petite vitesse. Hein. Antoine, tu surveilles? La maison tourne sur elle-même à 330 degrés. Ce n'est pas un gadget, il y a tout un tas de panneaux solaires sur le toit. L'idée, c'est de suivre la course du soleil tout au long de la journée pour chauffer la maison. Cela permet aussi de profiter de la lumière du jour jusqu'au coucher du soleil. Enfin, quand il y en a. Ça y est. C'est bon là? L'arrête? Non. Ah non, mais je viens de l'arrêter. Avec l'inertie, normalement. Et le plus compliqué dans cette maison, c'est de retrouver l'emplacement exact du pont-levis. Ah, trop tard! Et tu fais quoi là, papa? J'arrive pas à l'arrêter. Tu jettes les amarres là. Hop. Largue. Mais je l'ai arrêté, mais... Une maison pareille, ça plaît bien aux enfants et à leurs copains du village. Oh, on est en face là. Ouais, c'est bon. Je trouve qu'elle va bien avec la nature et puis Elle se confond bien avec la nature. Ouais, voilà. C'est un arbre. Un champignon. C'est un champignon, mais qui se mange pas. Et construire ce drôle de champignon, ce n'est pas ce qui a été le plus difficile. Tous les éléments sont livrés en kit et il n'a fallu qu'un mois pour tout assembler. La maison leur a coûté 370 000 €. Mais ce qui leur a pris le plus de temps, c'est de trouver une commune qui les accepte. Alain et Marie-Cécile ont essuyé 50 refus avant de pouvoir s'installer ici. C'est finalement Monsieur Proust, adjoint à l'urbanisme dans la commune, qui leur a accordé le permis de construire. Une décision très controversée. Vous n'êtes pas venu depuis les travaux. Donc là, on a effectivement la grande baie vitrée donc en position 0 sur le côté, je dirais, nature et côté ouest. Ça, les grosses structures, les arcs intérieurs, c'est du lamellé-collé. Donc on a encore quelques menus travaux à faire, vous voyez. Et bien, quand vous voyez le genre de maisons que les gens aiment construire actuellement, c'est les maisons de constructeurs, donc banales, qu'on retrouve dans tout le sud-est de la France. Et quand ça sort de l'ordinaire, tout de suite ça choque. Vous êtes regardé avec
un petit peu de circonspection. Enfin, qu'est-ce qui nous fait cette drôle de forme? Est-ce que c'est durable, vraiment? Est-ce que c'est pas un caprice de riche ou des choses comme ça? C'est très difficile d'arriver à expliquer qu'un projet comme ça était valable beaucoup plus que... et qu'il fallait surtout pas l'empêcher de se faire. En face, là, ils étaient un petit peu... Au début, non, pas du tout. Ils étaient pas du tout réticents. Mais Manifestement, les gens du village n'ont pas compris. Et ils n'ont pas voté pour M. Proust aux dernières élections. Il est persuadé que cette histoire lui a coûté son poste. À force d'avoir des idées comme ça, et j'ai pas été réélu. Ça a énormément compté. Hein. Bah, c'est le côté précurseur, ça. Plus de factures d'électricité, un chauffage non polluant. À terme, la maison qui tourne devrait être autosuffisante en énergie. Mais être un précurseur, c'est encore mal vu. À plus forte raison, quand on a choisi de vivre de façon bien plus radicale. Par moins 7 degrés, près d'Alès, au milieu des Cévennes, Sylvie vit depuis près de 15 ans sous une yourte. Structure en bois, parois en tissu, un habitat qui vient de Mongolie. Sylvie a décidé de complètement se retirer de la société de consommation. Elle ne dépense que 50 € par mois. C'est une pionnière. Elle a été la toute première en France à vivre dans ce genre d'habitat. Eau chaude, eau froide. Pour Sylvie, le bonheur est forcément dans le pré. Alors ça, c'est ta cuisine. Ça, c'est l'endroit où je fais ma vaisselle. Bah, t'as un vieil évier, 2 morceaux de bois transversaux, une petite étagère en dessous pour mettre les gros saladiers, le produit de vaisselle, et puis les bidons d'eau. C'est tout. Ça coûte combien une cuisine en plein air comme ça? Mais ça coûte rien. Ça m'a rien coûté. Juste le plaisir de la faire. Et elle a même l'eau courante qui lui tombe du ciel. Bon voilà, tu vois, elle est pure l'eau. Bon, il pleut pas là aujourd'hui, mais ça coule là. Bon, ça coule ici, ça tombe là-dedans, ça coule là, et moi je mets ça là-dedans. Voilà, et l'eau elle glisse dans ma cuve, tout simplement. C'est tout bête. Hein. Donc elle est bien froide. Hein. Voilà. Ça c'est bon pour rincer. Je vais le mettre là. Et pour l'eau potable, tu fais comment? Alors, l'eau potable, je vais la chercher à la source. Il y a une source à 3 km d'ici. Bah, pourquoi ça serait moins un plaisir d'aller chercher son eau que de passer 8 heures de sa vie dans un burlingue où on n'aime pas faire ce qu'on fait, où on attend la fin de la journée? Non, franchement, je préfère aller chercher mon eau. Hein. Faire ma vaisselle dehors, c'est une vie de reine. C'est pas une vie d'esclave, c'est une vie de reine. C'est fini. Sylvie privilégie tout ce qui est gratuit. Et aujourd'hui, c'est à la scierie du coin qu'elle vient s'approvisionner. Les ouvriers lui laissent prendre autant de sucre qu'elle veut. Et là, elle est toute sèche. Là, je fais une petite réserve. Tu viens souvent ici? Ouais, une fois tous les 15 jours. Ça dépend. Là, je sais qu'il va y avoir du monde. Donc je fais une petite collecte supplémentaire. C'est gratuit, c'est recyclable, c'est moins cher que l'eau. En décroissance, la sûre, ça fait partie des premiers besoins. Et ce n'est pas pour le chauffage qu'on s'en sert. Et voilà les petites toilettes. Avec un seau, un vieux seau de peinture récupéré. Ces seaux-là, ils sont vraiment très très bien. Et puis là, tu as la cuvette avec la sûre dedans. Donc je vais en rajouter un peu d'ailleurs. Voilà.
25 litres d'eau à chaque caca, c'est pas possible ça. Et ça sent rien. Et c'est coloré. Vidée une fois par semaine, la sciure servira ensuite de compost. Rien ne se perd, tout se recycle. L'idée, c'est de vivre sans aucun impact négatif sur l'environnement. Sa yourte, elle l'a construite elle-même avec des matériaux de récupération. 35 mètres carrés qui ne lui ont presque rien coûté. Le plus cher, c'est vraiment la toile et l'investissement dans le bois. Si on fait son bois dans la montagne et qu'on peut récupérer son bois dans la montagne, ça ne coûte rien que le travail. Et vous, elle vous a coûté combien celle-ci? Ah, je sais pas, elle a dû me coûter maximum 50 €. Moi, j'achète les chaussettes et les culottes au marché. Puis tout le reste, c'est de la récup. Sylvie est au RMI, mais elle n'a pas toujours vécu comme ça. Cette ancienne couturière a même été mariée et vivait en HLM. Il y a 15 ans, elle a eu un cancer. Ça a été un déclic. Moi, j'ai pas supporté toutes les vacheries qu'on nous donne à manger, la pollution générale, donc j'ai failli en crever, tout simplement. Donc bon, là, j'ai réfléchi, oui, sérieusement. Hein. Ça veut dire que ça fait maintenant très... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Un mode de vie qui lui vaut pas mal d'inimitié. Ah, je suis en train de découvrir quelque chose là. On va voir. Je pense que c'est quelque chose de malveillant, oui. Et ben voilà. Ça, vous savez ce que c'est? C'est une litière de chat. C'est un de mes voisins qui supporte pas les yourtes et qui m'a jeté une grosse litière pleine de merde de chat sur ma yourte. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais moi avec ça? Ça t'arrive souvent ce genre d'acte malveillant? Ça arrive, oui. Malheureusement, ça arrive. Moi, je réponds pas et ça continue. Tu vois, ça aurait pu faire du mal à ma yourte. Sylvie n'a pas beaucoup d'amis dans le village. Certains rêvent même de la voir partir. Voilà, vive les yourtes. Donc ça, parce que bon, c'est mon voisin qui m'aime pas du tout là et qui aime pas les yourtes. Alors c'est un petit pied de nez quoi pour le procès. On a sorti ça, on l'a mis là. Sylvie doit passer en procès. Et l'affaire mobilise tous les écolos de la région. Le terrain qu'on lui prêtait jusqu'ici vient d'être vendu et le nouveau propriétaire ne veut pas d'elle. Sylvie risque d'être expulsée. Allez, mais elle n'est pas du genre à se laisser abattre. À la veille de son audience, elle a décidé d'aller plaider sa cause à la mairie. Et elle ne vient pas seule. Salut Clément, t'arrives juste pile. Voici Clément. Il va lui servir d'avocat devant monsieur le maire. Et la caravane est un tout petit peu en retard. Ça fait rien, on va monter. monter. Je leur ai dit de venir avec la caravane et puis de débiter un peu des slogans pendant qu'on sera en réunion. D'accord. Je viens de les avoir. Ok. Pour ces militants, pas question de perdre ce procès qui risque de faire jurisprudence. Le cas de Sylvie, il est particulièrement emblématique parce qu'il réunit à la fois tous les réseaux écolos par rapport à l'impact positif qu'a son habitat sur l'environnement comparé à une autre maison. Et aussi donc, les personnes qui sont pour la simplicité volontaire par rapport au fait qu'elle a choisi de consommer peu et de vivre, donc du coup c'est peut-être la mieux parée pour la crise à venir par exemple. Et en même temps les gens qui militent pour le droit au logement vu qu'il y a 300 000 mal logés en France et que Madame Boutin fait tout pour accélérer la misère, on a l'impression. Ce rendez-vous, c'est un peu celui de la dernière chance. L'objectif de Sylvie, c'est d'obtenir du maire une lettre de soutien pour tenter de peser sur son jugement et d'éviter l'expulsion. Monsieur le maire, bonsoir. A priori, monsieur le maire n'est pas très chaud. On ne peut pas discuter aujourd'hui par rapport à quelque chose qui va être jugé demain. Moi, je suis désolé, je ne vais pas vous faire un courrier. Et une chose qu'il n'apprécie pas, c'est qu'on vienne lui forcer la main. Donc après, parce que quand on me dit vous cédez à la pression de 2-3 personnes, je suis désolé. Moi, vous venez aujourd'hui à 6, on m'annonce un véhicule qui arrive encore.
Si c'est pas de la pression, qu'est-ce que c'est? Une construction Sylvie va classique. commencer par faire Donc jouer la ça, corde sensible. Ça va vous servir de base de travail. Mais pour l'arrêté anti-expulsion, je vous fais savoir que si demain je suis condamnée comme une squatteuse, ce que demandent mes adversaires, les squatteurs sont les seuls dans la loi à ne pas bénéficier de la trêve hivernale. C'est-à-dire que si le juge ne le décide pas et ne le note pas sur le jugement, je peux être expulsée manu militari en 15 jours. Ils vont faire feu de tout bois, proposant même d'acheter le terrain aux propriétaires. C'est ce que va proposer Clément, le porte-parole des militants. Au regard de ce que coûte la petite parcelle là-haut, nous sommes à peu près, de ce que j'ai entendu dire, à peu près à 3 000 €. Il peut y avoir du financement solidaire. Les 3 000 €, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème pour les 3 000 €. Ce n'est pas ça qui vous mettra dans l'embarras. S'il faut, on vous les donnera. Je vous ai amené donc un travail qui a été fait avec une juriste et une chercheuse du CNRS, donc avec situation juridique sur les yourtes actuellement en France. Le maire avait décidé que ce serait non. Il pensait en avoir pour un quart d'heure. Mais ça fait plus d'1 heure que ça dure. Qui va gagner. Là, s'il y a un papier de la mairie témoignant de l'accord de volonté, l'affaire est close. Alors monsieur le maire va finir par craquer. La moitié de la population à la décision du tribunal, quoi, je veux dire. Mais ça, on peut très bien vous l'écrire, ça peut très bien... Vous la faites assez rapidement, la lettre? Dans la journée, comme ça, si on l'a ce soir à 5 heures, c'est bien. Et vous la signez, Jean? Oui. Parce que moi, je ne serai pas là. Hein, Voilà. Je viendrai la chercher en fin d'après-midi, donc avant que vous fermiez. Et il va même aller plus loin et proposer de prendre un arrêté anti-expulsion en faveur de Sylvie. Il y aura une entrevue avec le conseil municipal afin de discuter. Et concernant l'arrêté anti-expulsion, ça, je peux le prendre. Je peux le prendre quand je veux. Je n'ai pas besoin de passer au conseil municipal pour prendre un arrêté, si c'est le pouvoir du maire. Donc je peux très bien prendre un arrêté anti-expulsion, ça, c'est pas un souci. D'accord. Merci. Au revoir. Alors, un peu pas. Tu vas avec Béa en plus. Ouais. Ouais. Vous êtes content de ce que vous avez obtenu? Je crois que c'était difficile d'avoir plus, quoi. Je suis assez content. Ouais. Cet arrêté anti-expulsion, pour Sylvie, c'est une excellente nouvelle. Elle va s'empresser de la communiquer. Dans ce petit local qu'on lui prête, elle a installé un ordinateur et créé un blog à destination du peuple des yourtes. 80 000 personnes le fréquentent. Beaucoup rencontrent les mêmes problèmes qu'elle. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent en yourte, donc il y a de plus en plus de demandes de gens qui disent « mais que faire ?» Parce que moi, on m'embête, parce que la DDE est venue avec les flics, parce que ceci, cela. On voudrait vivre tranquillement comme tout le monde, même si on est pauvre, même si on ne consomme pas, qu'on n'est plus capable de rentrer dans un supermarché, vivre même si on ne paye pas d'impôts et pas de redevances télé. On voudrait vivre tranquille, avec nos panneaux solaires et notre évier dehors. Moi, j'aurais voulu vivre tranquillement sur ma yourte, mais j'ai encore un procès demain en ville. Alors moi, je vous dis, serrons-nous les coudes et venez avec moi ce jeudi matin, parce que franchement, on ne peut pas les laisser faire, simplement parce que ce n'est pas juste. 4 mois plus tard, Sylvie perdra son procès. Le propriétaire a eu gain de cause et Sylvie sera bientôt expulsée. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, elle compte s'installer sur ce terrain en friche que son propriétaire a accepté de lui céder pour une bouchée de pain, moins de 2 000 €. Pour moi, c'est vital d'habiter dans la forêt, donc c'est vital d'habiter comme j'ai envie d'habiter. Donc on fera avec, on trouvera des solutions. Ah, ça c'est pour ce soir. Il y en a des beaux là. Bientôt, c'est donc ici qu'elle plantera sa yourte pour vivre en ermite. Presque 1 kilo là. À l'écart du village et du qu'en dira-t-on. Pas facile de vivre en préservant la planète, surtout quand on habite en ville. Nous retrouvons Daniel, le professeur d'art militant écolo. Pour se déplacer, pas de problème, il utilise les transports en commun. Mais pour les courses, c'est une autre affaire. Comment, par exemple, se nourrir avec des produits naturels sans se ruiner? Bonjour tout le monde. C'est dans sa ville de Montreuil, un peu plus loin, qu'il a trouvé la solution. Ça va, il n'est pas trop lourd ton petit panier? Non, ça va, oui, mon panier, il est pas lourd Avec du quelques tout. amis,
il paye un agriculteur pour l'approvisionner à l'année en fruits et légumes. Moi, j'en prends qu'un. Les panais sous la table? Oui, la table. Patates. Ici, ce sont les consommateurs qui jouent les marchands de légumes. Il y a de la choucroute 2 semaines de suite. Oui, mais la semaine prochaine, il y aura des lentilles. Il y en a encore qui vont oublier leur sac à lentilles. Donc des petits sacs d'avance, c'est toujours utile. D'accord. Daniel, officier en chef de rayon, ce jour-là, il distribue les rôles. Toi, t'es la pesée. Mais j'ai pas eu le choix là. Moi, ma hantise, c'est tu sais que ma hantise, c'est le choucroute. J'ai un problème avec le choucroute. Mais vois si quelqu'un veut faire la choucroute à ta place. Je ramasse mon panier, vite fait, une botte de poireaux, 3 radis noirs. Chacun a droit à un panier complet. Une betterave rouge. Le prix est toujours le même, 19 €. Mais ce qu'il y a dedans, Daniel le découvre chaque semaine. Tout dépend de la récolte. Alors dans mon panier, il y a des pommes de terre, des carottes, des panais, des poireaux, de la mâche et des oignons. Que des produits de saison. En ce moment, par exemple, c'est la saison de la choucroute. De la choucroute. Ici, pas de cerises en hiver et encore moins de mangue du Brésil. Pour Jean-Louis, l'agriculteur qui produit à 80 km d'ici, c'est justement là tout l'intérêt. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant de faire venir des fruits de l'autre bout de la planète alors qu'on peut les produire en Europe. Et tout ça, ça génère du carbone, ça génère de la consommation de carburant, ça génère de la consommation d'énergie et c'est pas bien pour la planète, d'après moi. Alors pour la choucroute... Avec ce système de distribution de fruits et légumes, Daniel a un peu l'impression de changer le monde. Ça plein, d'accord. Ouais. Au-delà du fait de manger bio, ce qui est bon pour la santé, on a ce pouvoir, avec notre pouvoir d'achat, de choisir ces produits, la façon dont c'est fabriqué, enfin dont c'est cultivé. Ah, merci de vous inscrire pour les prochaines distributions, s'il vous plaît. On a besoin de candidats pour les prochaines distributions. D'accord, oui, c'est bon. Au-delà de ses accents militants, Daniel est aussi un bon vivant. Chez lui, au fond de son jardin, il s'est même offert une petite fantaisie. Qu'est-ce que c'est que ça, Daniel? Alors ça, c'est notre petit luxe, c'est le jacuzzi. À la place d'avoir une baignoire, parce qu'on n'a pas de baignoire et pas de grand bain possible, on a ça qui fonctionne toute l'année. Et là, on est au mois de janvier, il fait 4 degrés, et là, on a un moment de relaxation tout à fait efficace. Il peut rester 15-20 minutes, une demi-heure. C'est pas très écologique, un oui, jacuzzi. L'eau qui est utilisée ici, c'est 1200 litres d'eau, ce qui semble énorme, mais elle n'est pas vidangée à chaque fois que je prends un bain, puisqu'on la change au plus une fois par an. Lorsqu'on prend un bain et qu'on se lave avec une baignoire, c'est 150 litres. Et c'est 150 litres multipliés par une fois par semaine, quand c'est pas 2 fois. Donc est-ce que c'est plus écologique, moins écologique? Même s'il y a quelques entorses au règlement, des écolos des villes, on en croise de plus en plus. À Bondy, à quelques kilomètres de Paris, Patrick accompagne sa fille à l'école sans poser le pied par terre. Louise! Ça y est, elle est avec ses copines, elle dit même plus au revoir. Fais un petit bisou? Ah d'accord. Bon bah salut. Donc on y va. Ses convictions vertes, Patrick en a fait son travail. Tous les jours, c'est à vélo que ce jeune chef d'entreprise part au boulot. Trajet de 12 km en plein air et sans rester coincé dans les embouteillages parisiens. Quand Patrick arrive en plein cœur de Paris, son trajet lui a à peine pris plus de 20 minutes. Plus rapide que la voiture ou le RER. En voiture, c'est entre, on va dire, une demi-heure et 1 heure et demie, en comptant le temps de se garer.
Ça brûle pas de pétrole, ça produit pas d'émissions de gaz à effet de serre ou quoi que ce soit. Donc vraiment que des avantages pour moi, quoi. Oui, mes voisins, ils ont quasiment tous 2 voitures. Voilà, ils emmènent leurs enfants à l'école qui est à 500 mètres en voiture, certains en 4x4. Donc voilà, oui, non, nous, on a choisi de pas fonctionner comme ça, d'être plus logique, on va dire. Plus cohérent. Le vélo, c'est un moyen de transport, mais c'est surtout son métier. Avec 2 associés, Patrick dirige une société de coursiers à vélo. L'occasion d'appliquer ses principes écologiques sur son lieu de travail, et ce n'est pas toujours simple. Tu éteins comme ça tous les ordinateurs le soir ? Oui, j'essaye d'éteindre un peu tout ce qui n'a pas besoin de rester allumé, tout ce qui reste en veille en fait. Il paraîtrait que ça consomme pas mal d'énergie, ces choses-là. Je ne sais pas s'ils sont éteints. Hein. Voilà. Ah, bah voilà, faute. Allumer les 2. Voilà, comme quoi, on n'est pas parfait. Pour le chauffage, c'est pareil. Il est réglé au minimum, température de la pièce ce jour-là, 16 degrés. Moi, j'ai mon petit pull de bureau, là, une petite polaire de bureau, donc c'est sûr qu'on ne chauffe pas à 25 degrés de toute façon, quoi. Bon, là, je vais essayer de pas crever. Patrick a à cœur d'être irréprochable. Les ampoules sont à faible consommation d'énergie. Voilà. Et pour la machine à café, il a remis en service les bonnes vieilles tasses. Les gobelets en plastique, c'est vraiment du pétrole qui part direct à la poubelle, qui sert une fois et hop, voilà, poubelle, quoi. Le fournisseur, en fait, normalement, quand il te ramène le café, il te livre des tasses en plastique, des petites touillettes en plastique, des petits sucres dans leur petit emballage papier, là. Ça fait beaucoup de plastique. Voilà, donc nous, on leur a dit, vous ne mettez rien du tout, que le café. La contrepartie, ce sera la corvée de vaisselle. Pour tout truc où il existe une solution différente, un peu plus écolo, un peu moins polluante, on essaye de trouver cette solution-là. Et si elle ne nous coûte pas 10 fois plus cher, on l'utilise, quoi. C'est vers 9 h du matin que les premiers coursiers arrivent. Vous êtes Madame Durel? Alors, ça s'implique au départ de chez vous. Salut Jeanne. Ce sont tous des sportifs confirmés. Chacun va faire ses 100 km dans la journée. De chez vous, pour Gallimard, ok. Mais comment des cyclistes peuvent-ils réussir à concurrencer des coursiers motorisés? A priori, les vélos ne dépassent pas les 30 km/h. Mais leur atout, c'est qu'ils sont très maniables et qu'ils se faufilent partout. Quitte à prendre parfois quelques risques. Sur les courtes distances, ils vont même plus vite que les scooters. Une signature, s'il vous plaît. Une signature. La bicyclette, c'est un moyen de transport très économique. Et ça permet à Patrick de payer ses employés 1 500 € net par mois. Ouais, salut Jeanne. La petite entreprise se porte bien. Il y a du travail pour 18 coursiers qui sillonnent Paris dans tous les sens. Vendôme, Faubourg, là, je vais t'envoyer la suite, là. Tu peux aller vers Bastille, te caler par là-bas, quoi. Ok? Tout va bien, la course, mais ça, je Patrick gère entre 200 et 300 courses par jour. En ces temps de crise économique, l'étiquette verte, ça marche. On appelle ça du green business et les clients se bousculent. Le fait d'utiliser nos services, pour eux, c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en avant comme un geste qu'ils font pour l'écologie. Donc on ne va pas s'en plaindre puisque ça nous bénéficie aussi, quoi. Donc c'est vrai qu'on a été assez souvent contactés par des entreprises qui disent voilà, depuis quelques temps, on doit mettre en place une politique développement durable. On pense que passer de coursiers motorisés à des coursiers à vélo, ça va dans ce sens-là. Donc dans ce cas-là, ils vont aller travailler avec nous et bénéficier de l'image, du plus image qu'on va leur donner avec nos coursiers, quoi. L'entreprise est écolo. Mais quand le patron veut recadrer ses employés, c'est un peu comme partout. Ce soir, Patrick a convoqué ses coursiers. Avec les poubelles, ils font tout et n'importe quoi. Et ça le chiffonne. Il y a 2 poubelles, hein, comme vous avez pu le constater. Non, mais là, il y en a 2. Donc on trie les poubelles, ça veut dire qu'il y a une poubelle ici là, pour les emballages et tout ça. Il y en a une autre là, pour tous les déchets classiques. Il y en a une autre pour le verre derrière. Il y a une petite poubelle derrière là, pour les piles. Donc on vous demande, tant que vous êtes ici, au moins, de respecter ça, quoi. Quand vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre. Donc on ne va pas être même super exigeant, on ne vous demande pas de savoir dans quel truc va chaque poubelle. Soit vous le savez, vous êtes sûr de vous, et dans ce cas-là, vous faites gaffe et tout. Si vous ne le savez pas, avant de mettre un truc à la poubelle, vous demandez. Il y a toujours un de nous 3 ici, toujours.
Et nous, on sait quoi. Donc on trie les poubelles, on utilise des enveloppes papier recyclé, du papier recyclé pour les imprimantes, on fait recycler les cartouches, les machins comme ça. Donc on essaye quand même de faire, on va dire, le minimum de trucs qui sont pas très contraignants et qui sont quand même relativement importants. C'est parti. C'est la dernière trouvaille de Patrick. Après les scooters, il s'attaque maintenant aux camionnettes de livraison. Ce drôle d'engin, ça s'appelle un vélo cargo. Il ne pèse que 20 petits kilos, mais il permet de transporter jusqu'à 100 kilos de marchandises. J'adore, j'adore. C'est que du bonheur, quoi. C'est un pur truc à piloter, c'est trop sympa. Un vrai jouet, quoi. Ouais. On les a achetés il y a 2 mois, janvier. Ouais, 2 mois et demi, ouais. Et ça tombait bien parce qu'on a fait pas mal de tournées de Noël avec, des trucs comme ça, là, donc ouais, c'est un très bon investissement, quoi. Les vélos, les pousse-pousse et les vélos cargo remplaceront-ils demain les voitures dans nos villes? Pour l'instant, il n'existe que 3 sociétés de course à vélo contre plusieurs centaines de coursiers motorisés. La ville sans voiture n'est pas encore tout à fait pour demain.